Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être là et de démarrer cette session donc autour des escarres, l'infection des escarres, en vous parlant donc d'écologie microbienne de ces escarres. Alors, comme vous le savez tous, Nescar, c'est quoi? C'est une plaie chronique avec un délai de cicatrisation donc qui va être prolongé de l'ordre de 4 à 6 semaines. Et une des questions fondamentales qu'on va se poser lorsqu'on parle d'escar et de prise en charge de ces escars, c'est la distinction entre la colonisation et l'infection. Et cette distinction, elle est très importante puisque dans le cadre de la colonisation, on va le voir, c'est une colonisation qui est souvent physiologique, où vous allez avoir des bactéries du microbiote cutané qui vont s'installer sur la plaie. Et ce phénomène, vous allez voir, avec un rôle aussi essentiel dans la cicatrisation. Et d'autre part, l'infection, où là, il y a un mécanisme infectieux qui se met en place avec une dégradation tissulaire, une inflammation, qui peut aller jusqu'à de l'infection profonde, voire de l'ostéite, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure aussi. Alors, comme vous le savez, malheureusement, donc cette colonisation, elle est en fait, donc ces plaies sont toutes colonisées. Elles abritent tous un monde, en fait, on va dire microbien que l'on commence à découvrir et qui a pour origine le microbiote cutané. Au niveau de notre vêtement cutané, on a effectivement une diversité très importante de bactéries, mais pas que. On a aussi des champignons, on a aussi des virus, et qui sont parfaitement adaptés. Cette écologie est parfaitement adaptée finalement à la niche. On va avoir par exemple une écologie très différente. Lorsque l'on parle des zones sèches, par exemple, de la peau, ou des zones plutôt humides, ou des zones séborées, on n'aura pas le même type, finalement, d'écologie bactérienne, le même type de bactéries. Donc, ce microbiote, c'est celui que l'on va retrouver, finalement, très rapidement sur la plaie lorsqu'il va y avoir une ouverture et une rupture de la barrière de l'épiderme. Et comme vous le voyez, ce microbiote cutané, il a un rôle important. Son premier rôle, ça va être une protection vis-à-vis des pathogènes. Effectivement, le fait d'avoir des bactéries commensales qui vont arriver donc très rapidement sur la plaie évite l'implantation des bactéries pathogènes. On le sait, il y a des communications qui se font entre bactéries et donc vous avez des petits soldats qui sont ces bactéries commensales qui disent aux pathogènes non, non, c'est pas pour toi, passe ton chemin. Et on commence en fait, donc ça c'est la première barrière, c'est la barrière microbiologique. Ensuite, vous avez d'autres barrières. Vous avez des barrières chimiques, par exemple, puisque ce microbiote va participer à la régulation du pH, aussi à la desquamation, au renouvellement du stratum corneum, au renouvellement aussi du film lipidique, et également un rôle aussi de barrière immunologique avec certaines bactéries commensales, comme Staphylococcus epidermidis, qui vont venir stimuler certains types de lymphocytes, donc vraiment faire une finalement inflammation qui va stimuler en fait la réparation de la peau. Donc vous voyez que dans un premier temps, cette colonisation est tout à fait bénéfique pour la cicatrisation. Or, on sait qu'à un moment donné, quand même, lorsque vous avez une plaie qui a du mal à cicatriser, qui va devenir chronique au bout de 4 à 6 semaines, finalement, cette colonisation, elle va être un petit peu différente et elle va abriter une population qui va être un petit peu différente. Souvent des pathogènes, souvent des bactéries environnementales. Et c'est pour ça que dans la conférence ici, dans les recommandations sur les plaies infectées, vous avez ici, vous voyez qu'entre colonisation et infection locale, il y a finalement très peu de choses. Alors très peu, la limite est très faible. Et vous voyez que aussi un des éléments que j'aime bien souligner ici, c'est dans ces recommandations, on parle de l'augmentation de la charge microbienne dans la plaie. Alors, est-ce que c'est si simple que ça de se dire, on a une colonisation, les bactéries se multiplient, attention, ça va créer de l'infection. Donc, pour vous dire, non, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, de toute façon, le diagnostic d'infection n'est fait que sur des éléments cliniques et pas des éléments microbiologiques. Pourquoi? Parce que quand on regarde, si on regarde juste l'impact de la charge bactérienne, lorsqu'on parle de 10 exposants 6 staphylocoque à coagulase négative sur une plaie, c'est pour ça qu'il va y avoir l'infection. Ça fait partie des fameuses bactéries commensales. En revanche, on peut se poser la question si on a 10 exposants 4 Staphylococcus aureus. Mais tout n'est pas si simple. Et c'est ce que j'aime bien dire aussi, c'est que on voit qu'on peut avoir très bien du Staphylococcus aureus sur une plaie et qui va coloniser la plaie, créer du biofilm mais sans créer d'infection. Et ça, on l'a vu sur toutes les études que l'on a menées lorsqu'on suit en fait l'évolution microbienne des escarres sur plusieurs semaines. Et deuxième point, on sait aussi que ces fameux staphylocoques à coagulase négative, ces fameuses bactéries commensales, sont aussi des agents infectieux qui vont créer, qui peuvent en fait être des agents d'ostéite, donc d'infection
osseuse. Donc, vous voyez que tout n'est pas si simple, c'est pas juste on va regarder quelle espèce on a, la charge bactérienne et pouvoir donner une recommandation en termes de microbiologie, c'est impossible. D'où en fait la nécessité de prendre en compte pas mal de choses lorsqu'on parle de l'écologie microbienne. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? On va bien évidemment regarder, j'en parlerai très peu ici, mais l'environnement du patient, ce qu'on va appeler l'esposome, c'est-à-dire est-ce que l'oxygénation tissulaire, est-ce qu'il y a une prise antibiotique réitérée, tout ça fait partie et fait évoluer l'écologie microbienne de l'escar. Autre élément, c'est la composition même du microbiote de cette plaie, et vous verrez que ça peut avoir des répercussions. C'est aussi la formation de biofilms. Ce microbiote, au départ, se retrouve et puis très rapidement, ces bactéries vont s'agréger, former du biofilm, on le verra tout à l'heure, et c'est ce qui va expliquer aussi le retard de cicatrisation et potentiellement, pourquoi pas, le développement d'un mécanisme infectieux. Alors, les premiers travaux qu'on avait menés donc, sur l'étude Escaflor s'intéressaient donc à des escars de grade 3 ou de grade 2 et 3. Et on a regardé au début de la prise en charge un petit peu comment se présenter. Alors, c'est des patients qui avaient des escars donc, des plaies assez anciennes finalement et qui arrivaient donc, à Propara, qui est un service, donc un centre de rééducation. Et donc, on a fait une première évaluation donc, au début du suivi des patients pour voir quel type de bactéries étaient retrouvées donc, au niveau de ces plaies. On a fait des analyses qu'on appelle en métagénomique, qui sont un petit peu plus poussées que des analyses en culture classique. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit une diversité extrêmement importante, beaucoup plus importante que dans une plaie aiguë. En fait, le fait que cette plaie soit ouverte fait quand même que voilà, la réflexion aussi des pansements, etc., fait qu'on a toute une population microbienne qui va être colonisée en fait cette plaie, avec, vous le voyez, un taux de Staphylococcus qui va être assez important. Et là, vous le voyez, ça c'est en nombre d'espèces, un nombre d'espèces. Donc on retrouve sur ces escars qui peut être tout à fait important. Et ce qu'on avait mis aussi en évidence, c'était une proportion importante de bactéries type anaérobie, donc qui n'ont pas besoin d'oxygène pour se multiplier et qui sont souvent quand même dans ce cas-là des bactéries pathogènes. Alors, une des premières stratégies que les bactéries en fait vont mettre en place pour pouvoir persister finalement sur la plaie, parce que c'est ça le mode, c'est je persiste, j'y suis, et puis de temps en temps peut-être je vais basculer vers un état infectieux, c'est de s'associer. Alors, il y a des premières publications nous ont montré en fait qu'on pouvait déterminer ce qu'on appelle des pathogroupes, c'est-à-dire des assemblages de bactéries composés de bactéries commensales, de la bactérie de l'environnement, mais aussi des bactéries pathogènes, et que c'est au sein de ces pathogroupes, il y avait des coopérations entre bactéries, et que c'était un petit peu la première étape finalement de la formation de ce qu'on appelle un biofilm pathologique, on en parlera tout à l'heure, et que finalement ces pathogroupes étaient bien évidemment un facteur important de retard de cicatrisation et de passage à la chronicité. Donc, dans notre étude Escaflor, on a donc regardé à J0, comme je vous ai dit, mais on a fait également des biopsies à J28 et on a regardé à 28 jours comment, en fait, on pouvait finalement classer on va dire, entre guillemets, nos escars. Donc, certains patients présentaient des escars qui s'étaient améliorés, d'autres des escars plutôt stagnés et d'autres qui s'étaient dégradés. Et on s'est demandé, est-ce qu'il y avait effectivement des espèces de marqueurs microbiologiques qui étaient en fait reliés à ces plaies qui se dégrader. Alors, comme vous voyez, les points qui sont là correspondent en fait à, on va dire, l'écologie microbienne et ce qu'on va retrouver. Plus les points sont près et plus on a une diversité microbienne entre nos différentes escars qui est assez proche finalement. Elles présentent un petit peu les mêmes bactéries. Et ce qu'on a pu montrer ici, c'est que chez les patients donc, qui présentaient donc, des escars avec, donc, qui stagnaient ou qui s'aggravaient, on arrivait finalement à les regrouper ici d'un point de vue on va dire microbiotique, et celles qui en revanche s'amélioraient là aussi avec un profil microbiotique tout à fait différent. Et quand on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que celles qui se sont finalement améliorées ont un profil proche du microbiote
commensal, le microbiote de la peau, avec des corinébactéries par exemple, alors que celles qui se sont dégradées présentaient ici ce qu'on a appelé nous un pathogroupe, qui est composé en fait de bactéries anaérobies, mais également de Proteus et de Morganelle. Et quand on a regardé pourquoi en fait on retrouvait ce profil-là, on s'est aperçu qu'au tout début, la plupart des patients, c'est ce qu'on voit ici, présentaient un taux élevé de Proteus. Et ce qui allait faire la différence entre les patients qui s'amélioraient et ceux qui se dégradaient, c'est que dans ce cas-là, on avait à J28, mais plus du tout de Proteus dans la plupart des cas, alors que là, on avait une stagnation de ces Proteus dans les plaies qui stagnaient ou se dégradaient. Et quand on s'est posé la question aussi finalement de l'origine de ce Proteus, hein, pas obligatoirement une bactérie qui est un pathogène, qui ne va pas rencontrer sur le microbiote cutané. On a mis en évidence, alors sans savoir vraiment la cause ou voilà, hein, par quoi on a commencé, qui est la poule, qui est l'œuf, mais en tout cas, ce qu'on montre, c'est que chez les patients qui ont une évolution défavorable, on a un pourcentage en fait de Proteus au niveau urinaire, dans leur microbiote urinaire, qui est de 15,42% contre 0,14% dans le cas des patients qui se sont améliorés. Donc on s'est même posé la question, est-ce qu'effectivement il n'y avait pas un réservoir de Proteus qui faisait que finalement on avait quand même une continuité, un dynamisme entre ces différents microbiotes. Deuxième point, c'est le biofilm. Il faut en tenir compte, effectivement, quand on parle de microbiologie des escarres, dans la prise en charge, bien évidemment, parce que ce biofilm, il est bien évidemment décrit qu'il fait partie du retard de cicatrisation. Alors, ce biofilm, c'est un agrégat, en fait, au départ de bactéries qui va venir adhérer donc, dans le lit de la plaie, qui va venir ensuite fabriquer ce qu'on appelle de la matrice extracellulaire qui est ici, avec aussi d'autres composants comme des protéines, de l'ADN donc libre et au bout d'un moment, ce biofilm en fait peut venir, on va dire, s'éclater et vous allez avoir de nouvelles bactéries planctoniques qui vont venir envahir les tissus, donc qui sont au voisinage. Donc ce biofilm, on sait qu'il est à peu près présent dans 60% des plaies chroniques versus 5% lorsqu'on parle des plaies aiguës, hein, d'où la nécessité de prendre en charge ce biofilm au niveau des plaies chroniques. Et ce biofilm, c'est vraiment sa composition qui va être importante. Ce qui a été démontré, c'est que lorsque vous avez dans ces biofilms un taux de bactéries anaérobies qui est extrêmement important, on a effectivement un retard de cicatrisation qui est bien plus important, là aussi. Et vous allez aussi avoir, c'est un signe voilà, de dysbiose, avec associé une inflammation excessive au niveau de cette plaie. Alors, on parle d'ostéite, enfin, là on a parlé plutôt de colonisation, donc le message c'est de dire, voilà, la colonisation très différente de l'infection, mais malgré tout, en termes de management de la plaie, il faut en prendre compte, il faut éliminer ce biofilm pour éviter justement la mise en place du phénomène infectieux. Et maintenant, nous allons parler plus du côté infectieux. Alors, quand on parle des ostéites, on voit donc dans cette revue que vous avez donc au niveau de ces ostéites pas mal de facteurs qui contribuent finalement à un échec thérapeutique face au traitement de ces ostéites. Et parmi ces facteurs, vous avez bien évidemment le biofilm qui est quasiment en première position avec ces problèmes de diffusion d'antibiotiques, on va le voir un petit peu plus près, mais également ces bactéries type, on appelle ça des persisteurs, qui vont malgré tout rester en biofilm et qui ne seront pas traités par un traitement antibiotique classique ou un lavage classique. Donc vous voyez, ici, on nous montre en fait qu'au niveau de l'os, vous avez ce biofilm qui va venir, finalement c'est un biofilm polymicrobien, hein, vous voyez avec différents types de bactéries, qui va venir recouvrir complètement la surface de l'os. Donc vous allez avoir à partir du moment où l'os est finalement en contact, voilà, où il y a un contact osseux, on sait qu'il va y avoir un biofilm qui va se former et qu'il va falloir prendre en charge finalement ce biofilm polymicrobien. Avec les conséquences dont je vous ai parlé, qui sont une augmentation de la tolérance aux antibiotiques. Alors c'est une question d'accessibilité, mais aussi les bactéries en biofilm ont un métabolisme beaucoup plus ralenti, donc tous les antibiotiques qui vont agir finalement sur des bactéries donc en division vont beaucoup moins agir. On a aussi un échange assez intense de gènes de résistance entre les bactéries, d'où l'émergence de clones résistants aussi lorsqu'on est en configuration biofilm.
Deuxièmement, c'est aussi la possibilité de disséminer, puisque je vous ai dit, au bout d'un moment, ce biofilm peut éclater et on va avoir de nouvelles bactéries planctoniques qui vont venir en fait ensuite envahir les tissus donc voisins. Et on montre en plus que le fait qu'elles aient été initialement en biofilm augmente en fait pour elles leur capacité à refaire du biofilm derrière. Donc on a tout un cycle qui se met en place. C'est aussi la communication entre bactéries qui agit beaucoup. Donc, ces bactéries-là vont tout faire pour persister et aussi, d'un point de vue, on va dire, localisation. Les bactéries anaérobies vont se mettre vraiment en profondeur du biofilm pour être vraiment à l'abri de l'oxygène, par exemple. Et c'est au niveau de la réponse immunitaire qui va diminuer avec un accès, donc une diminution de l'accès des neutrophiles, des macrophages. Et donc, tout ceci fait que dans ce contexte de biofilm, il est extrêmement compliqué de pouvoir traiter efficacement ces ostéites. Alors, dans cette publication, on parle justement du traitement par antibiotiques de ces biofilms en ostéites, dans les ostéites. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est des expérimentations de laboratoire, mais qui montrent quand même la difficulté qu'on peut avoir. Vous voyez ici, vous avez le pourcentage de survie des bactéries qui sont en biofilm et là, des concentrations antibiotiques ont été utilisées. Alors finalement, la concentration, la CMI, c'est la concentration, on va dire, qui normalement est efficace chez des bactéries sensibles. On va le dire comme ça. Et vous avez ici, quand on utilise 5 fois cette concentration, donc déjà on est bien au-dessus de la concentration qu'on pourrait tester, vous avez sur les bactéries qui sont libres finalement une efficacité, alors il en reste toujours un peu, mais une bonne diminution et une diminution très forte de la survie de ces colonies, avec lorsqu'on augmente la concentration, très peu de colonies qui arrivent à survivre. En revanche, ici, vous avez en fait un taux de survie qui reste important en concentration, donc à 5 fois la CMI ou à 80 fois la CMI. Et l'autre élément important aussi, quand on regarde l'émergence de clones résistants, vous voyez ici que quand on est en biofilm, et surtout même à des concentrations très fortes, on a une émergence au cours du temps, donc ça c'est le nombre de cycles en biofilm, on a une émergence de clones résistants qui va être beaucoup plus important que ce que l'on peut voir ici lorsque les bactéries sont libres. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Deuxième élément, c'est aussi la multiplication intracellulaire à l'intérieur de l'os de certains types d'espèces. Staphylococcus aureus est capable de rentrer dans l'os. Il ne va pas juste se contenter de venir coloniser la surface de l'os. Et là aussi se posent certaines questions thérapeutiques. Donc on parle aussi de ce qu'on appelle les small coloniens variants, qui sont en fait des petites colonies de Staph aureus qui vont rentrer dans l'os et qui sont là pour persister au sein de l'os et qui souvent ne sont pas vraiment inquiétés entre guillemets par les antibiotiques. Donc nous, on s'est intéressé dans cette étude qui est de l'étude Ostéar, on s'est intéressé justement au microbiote de l'os. Alors on englobe aussi on va dire les bactéries qui vont se retrouver à la surface de l'os et ce à l'intérieur. Donc on est venu grâce à un système qui s'appelle l'Ultraturax complètement détruire l'os et on a regardé toujours en génomique les ADN bactériens que l'on allait retrouver. Donc la première information, c'est qu'en termes de diversité, alors c'était d'une population où on avait donc des patients qu'on avait inclus avec une recommandation de chirurgie pour ostéite, et ensuite ils ont reclassé en fait les patients en fonction de signes radiographiques, de signes également histologiques et microbiologiques, en patients présentant réellement une ostéite et de ceux qui finalement ne présentaient pas d'ostéite. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit donc d'un premier point, c'est que en termes de diversité, c'est-à-dire de nombre de bactéries différentes, on ne voit pas vraiment de différence. Donc ça, c'est vraiment les biopsies qui ont été réalisées donc au bloc après résection osseuse. Donc là, on ne voyait pas vraiment de différence. En revanche, si on regarde d'un petit peu plus près ici, alors peu importe le graphisme, juste regardez les couleurs. Vous voyez ici en bleu, on est sur de l'ostéite, en rose sur les non-ostéites. Et vous voyez que ici, ça correspond aux distances en termes de composition microbiologique. Donc finalement, ici, on a assez peu de bactéries, sûrement des bactéries qui vont résider encore un petit peu sur l'os, que l'on retrouve. En revanche, sur les ostéites, vous voyez que certains ont une diversité très très importante et on présente en fait une écologie très différente de celle des non-ostéites. Donc c'est peut-être ces patients-là, il faudra regarder ensuite d'un petit peu plus près.
L'autre élément qui nous a intéressé, parce que c'est souvent la question qu'on se pose, c'est combien de biopsies on fait et est-ce que ça sert à quelque chose de faire des biopsies et d'en faire beaucoup après, au moment de la chirurgie. Vous voyez quand même que sur ces patients qui présentent, donc c'était vraiment les patients présentant l'ostéite, on voit des profils assez différents. C'est-à-dire que certains, on a fait donc en moyenne minimum en tout cas 3 biopsies osseuses chez ces patients-là qu'on a ensuite analysées. Et vous voyez que ici, chez ce patient, par exemple, on a une très grande variabilité intra-échantillon. C'est-à-dire qu'on fait 3 biopsies, il y en a 2 qui sont très proches et on a une écologie qui est différente. Et quand on regarde quelle est cette écologie différente, on a beaucoup de Staphylococcus, de Streptococcus, de bactéries anaérobies. Donc en fait, il reste encore finalement une dysbiose osseuse sur certaines biopsies. Alors que pour certains, on a vraiment une très faible variabilité avec, on va dire, même une charge bactérienne qui est extrêmement faible après chirurgie. Donc, quelques messages. Donc, tout d'abord, quand on parle d'infection sur ESCAR, vraiment se poser la question de la distinction entre colonisation et infection. On verra, tout se base sur des signes cliniques et ne pas se baser sur la microbiologie pour faire cette distinction parce que vous avez vu que c'est bien plus complexe qu'aller isoler des bactéries. Ça, c'est clair. Après, bien évidemment, quand on a une infection avérée, la microbio va vous aider pour orienter la thérapeutique, bien évidemment. Deuxième élément, c'est sur les facteurs environnementaux. On sait que voilà, le polymicrobisme va être important. Cette plaie, en fait, va abriter un nombre très important et très divers de bactéries qui seront dans l'environnement du patient. Il y a aussi ce problème qu'il faut prendre en compte quand même de biofilm, que ce soit lorsqu'on parle vraiment d'infection tissulaire ou d'une infection plus profonde, d'une infection osseuse. Et je pense aussi, on se pose la question du diagnostic de ces ostéites en microbiologie. Je vous ai montré l'intérêt, je pense, de faire plusieurs biopsies pour une même escar au bloc opératoire. Et dans le futur, voilà, peut se poser la question de comment on manage le biofilm. À l'heure actuelle, c'est détertion. Quand on est sur de la plaie, est-ce qu'on peut avoir d'autres moyens, surtout pas antibiotiques, mais peut-être des moyens aussi mécaniques. On parle donc de certains dispositifs médicaux qui pourraient bien aider. Est-ce qu'on parle de molécules antibiofilms, etc. Donc ça sera dans le futur sûrement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie toute l'équipe du CHU de Nîmes. Merci beaucoup Catherine, c'est passionnant et bravo pour tous ces travaux et ce dynamisme sur ce sujet qui est un peu méconnu souvent ou mal étudié. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Muriel. Bonjour, merci beaucoup. Moi je connais pas bien la métagénomique, mais j'essaye de m'y intéresser. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de comprendre finalement que vous décriviez, j'ai oublié le terme, mais l'association de commensaux et de pathogènes qui vont se combiner ensemble, travailler ensemble et favoriser l'infection profonde. Donc ça c'est dans l'os. Est-ce que dans d'autres pathologies comme le poumon par exemple, on a des données qui permettent de penser que ça se passe comme ça ou pas? Alors, à ma connaissance, je n'en ai pas. Alors, on me parle de pathogroupe, mais c'est vrai que ça a été beaucoup décrit dans les plaies chroniques, les dents de pied diabétiques. À ma connaissance, non, on n'a pas vraiment de données au niveau du poumon. Pourtant, moi, je travaille aussi avec une équipe qui travaille sur sur des patients suivis pour la mucoviscidose, parce qu'on a quand même c'est un modèle qui est assez proche finalement de nous en termes de colonisation et justement comment la gestion de la colonisation. C'est vrai que ça n'a pas été décrit chez ces patients-là, par exemple, en tout cas à ma connaissance. Après, c'est vrai que ces associations bactériennes, c'est extrêmement intéressant parce que derrière, nous, on va les étudier au laboratoire. Alors, c'est vrai que là, j'en ai pas parlé, mais par exemple, on montre très bien que les fameux pathogroupes que je vous ai présentés entre Proteus et Anaerococcus, il y a une vraie interaction. C'est-à-dire que lorsque Proteus se retrouve avec cette bactérie anaérobie, il forme
donc un biofilm beaucoup plus dense. Et Anaerococcus va se retrouver au départ, va être finalement, on va dire un peu coopté, enfin va se retrouver très proche géographiquement quand on fait des analyses en biofilm. Anaerococcus en fait se colle au protéus et très rapidement dès qu'il fait du biofilm, ces bactéries anaérobies vont se retrouver en profondeur du biofilm. Donc en fait, c'est vrai que cette question de la bactérie anaérobie qui arrive finalement, qu'on retrouve, alors il y a la profondeur aussi des tissus, hein, souvent on les retrouve en profondeur, mais initialement quand même elles sont bien aidées par certaines bactéries qu'on peut retrouver en superficie, mais qui vont les aider en formant un biofilm plutôt compact et qui fait qu'elles vont persister et qu'à un moment, elles peuvent créer de l'infection même en profondeur. Donc ça, c'est vrai que c'est un modèle que je connais bien sur la plaie chronique. Sur d'autres modèles, je pense que ça a été moins décrit, mais c'est vrai que je pense que la microbio peut-être du futur devra vraiment se poser la question quand on est sur des écologies complexes, d'essayer de comprendre ce qui se passe entre bactéries. Et en termes de fonctionnalité, là, c'est vrai qu'on décrit des bactéries. Mais ce qui va être intéressant plus tard, c'est de passer sur des analyses de métaprotéomiques où vraiment on va travailler sur la fonctionnalité. Pourquoi elles sont ensemble? Voilà. Et donc ça, il y a des travaux intéressants et on y participe avec une équipe à Marcoule, au CEA de Marcoule, qui fait de la métaprotéomique, et on arrive à avoir des notions comme ça de fonctionnalité bactérienne. Et il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, moi je suis Bertrand Capellier, je suis infectiologue à Tourcoing et je vais à Berck à la Fondation Opal une fois par semaine. Du coup, en vous entendant, on a l'impression qu'il faudrait couvrir surtout les BGN et les anaérobies. Est-ce que pour le coup, il faut aussi forcément quelque chose d'antibiofilm vu qu'il y a le biofilm, mais en même temps, ces patients-là, on les opère et il y a souvent un geste de curetage osseux et même on discutait hier avec Monsieur Senville et Aurélien Dean de savoir est-ce que vraiment il faut faire une antibiothérapie pour ces patients-là. C'est un peu compliqué. Et du coup, là, qu'est-ce que vous recommanderiez à votre clinicien quand vous voyez toute cette microbiologie? Est-ce qu'il faut faire quelque chose d'assez large? Est-ce qu'on peut rester un peu étroit? Mais peut-être qu'il faut attendre toutes ces études de métaprotéomique pour savoir lequel il faut traiter exactement. Alors, moi, par expérience, alors je suis que microbiologue, enfin, je suis pas infectiologue, donc j'espère que je vais pas taper à côté, mais quand on parle, là, la plupart des choses que je vous ai montrées, on parlait quand même de colonisation. Donc là, l'idée, c'est pas d'antibiose, pas du tout. Mais en revanche, comment on désorganise finalement ces bactéries qui se mettent entre elles, qui forment du biofilm et tout ça. Et comment on arrive à être efficace. Donc la détertion est un moyen, mais est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens où on va spécifiquement finalement s'attaquer entre guillemets au protéus, pourquoi pas par des phages, pourquoi pas par d'autres techniques plus locales, juste pour venir désorganiser le biofilm et faire que les anaérobies vont tout simplement mourir parce qu'ils ne seront plus protégés. Donc ça c'est déjà moi les questions que je me pose qui sont assez éloignées des antibiotiques. Et par exemple, là, on a déposé un PHRC national l'année dernière sur un produit qui s'appelle Debrichem, peut-être que vous le connaissez, qui peut être là quand même pour enlever une partie aussi de ce biofilm et mettre finalement la plaie à nu. Donc là, on n'est pas dans l'ostéite. Au niveau de l'ostéite, c'est compliqué d'aller le dire. Après, moi, ce qui m'interpelle en tant que microbio, c'est quand on voit en fait les différents éléments que je vous ai montrés sur les variations intra-échantillons. On montre bien que quand même, quand on a un geste qui est quand même précis, moi je ne suis pas non plus chirurgienne, donc voilà, mais en tout cas, on voit bien que sur certains, on a quasiment plus de charge d'ADN bactérien dans nos échantillons, et je pense qu'en culture, ça sera des cultures qui alors j'ai pas tous les chiffres en tête, mais il y avait quand même beaucoup de cultures qui étaient négatives, et ceux où, au contraire, on va avoir en fait une culture qui va se positiver. Nous, on le voit en métagénomique, une charge bactérienne qui va être importante. Mais pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'est pas allé assez loin ou qu'on a laissé finalement un petit peu d'os encore infecté. Donc ça, moi, en regardant mes résultats, c'est vrai que c'est de la question que je me pose, mais là encore, je ne suis pas infectiologue, donc je ne vais pas vous dire de mettre des antibiotiques ou pas, mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, on se pose un peu la question, hein. Une fois que le chirurgien a fait et qu'on recouvre, je ne sais pas s'il y a besoin. Emma va en parler probablement sur la durée de traitement qu'on fait. Et puis, effectivement, il y a toutes les stratégies non antibiotiques. Tu as parlé des phages, tu as parlé des peptides. Il y a peut-être aussi la compétition bactérienne, des staph inoffensifs. Enfin,
Je pense que c'est vraiment la bonne indication pour tester des stratégies alternatives à l'antibiothérapie, ou éventuellement Ouais, ouais. compléments, mais qui permettraient Nous, on est vraiment pour ça. Voilà, surtout qu'on essaie vraiment de faire bien cette distinction. Il y a on va dire des colonisations qui vont être néfastes pour la cicatrisation. Donc là, on manage, mais sans antibiotiques. Voilà. Et après, il y a aussi la phase infectieuse où là, on se pose bien évidemment la question de l'antibiotique, mais ça doit être deux choses très différentes, quoi. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière petite question? Dernière question. Alors, dans mes souvenirs un peu anciens de microbiologiste, les protéus et les morganelles sont des germes qui sont très mobiles. Ouais. Et moi, ça m'a toujours perturbé, effectivement, dans les prélèvements d'escarres post-op qu'on avait à Garches. Régulièrement, on trouvait ces germes. Donc, ça confirme ça va dans le même sens que ce que tu dis. Est-ce que vous avez commencé à essayer de travailler sur est-ce qu'il y a un rôle de cette mobilité de ces protéus? Et est-ce que si on bloque la mobilité, est-ce que ça a un impact, quoi? Alors, je ne peux pas répondre à si on bloque, est-ce qu'il y a un impact. En tout cas, la mobilité a un impact. Alors, je ne vous ai pas présenté parce que c'était plutôt des données de laboratoire. Dans l'étude en fait, qu'on a fait où on montre que Proteus fait un biofilm beaucoup plus intense, en tout cas plus épais quand il est avec un Aerococcus, on a fait aussi une étude de mobilité et de motilité. Et en fait, on voit que Proteus, pour le coup, en fait, est beaucoup plus, se déplace beaucoup plus lorsqu'il est avec un Aerococcus que lorsqu'il est seul. Donc, et on a fait, alors j'avais pas du tout présenté, mais aussi des études de métaprotéomie qui vont dans ce sens-là, où en fait, Proteus, au départ, il fait pas plus de biofilm, mais en tout cas, il se mobilise beaucoup plus. Et ensuite, secondairement, il va en faire beaucoup et récupérer l'anaérococcus. Donc oui, peut-être qu'effectivement, le fait d'aller bloquer à un moment le Proteus pourrait être une solution. En tout cas, il sera moins en contact, enfin, il aura plus de mal à recruter les anaérobies. Merci beaucoup.